Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Miss, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnessmiss.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe. Ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnessmiss.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler d'une posture dominante, de muscler, de développer le muscle qui permet d'avoir une posture dominante. On va parler de manger du chocolat, de faire du sport pour aller mieux demain, parce que c'est des nouvelles que j'ai vues. En fait, ils arrivent à trouver à chaque fois des études qui sont... c'est pas des études, c'est des articles, puisque là où je vais récupérer mes sources, c'est comme un magazine scientifique, on va dire, quoi, mais qui c'est pas les études directement. Les études directement, ça c'est ce que moi je fais comme travail quand je cherche sur un sujet précis. Mais pour les podcasts, c'est de la veille en fait, de la veille de presse scientifique que je fais. Voilà. Mis à part ça, si vous avez un intérêt particulier pour la mélatonine et le sommeil, mais pas que, et que vous avez envie de savoir exactement ce que fait la mélatonine dans le corps, j'ai sorti ce week-end quelque chose qui s'appelle les bienfaits cachés de la mélatonine, ou alors où passe 95% de votre mélatonine. Spoiler alerte, ça ne sert pas pour le sommeil. Donc ça veut dire que 5% de la mélatonine c'est pour le sommeil, 95% c'est pour autre chose. Donc j'ai enquêté pour savoir où étaient passés ces 95% et j'ai trouvé tout un tas de choses hyper intéressantes, notamment pour les pratiquants de muscu et tout. Et honnêtement que j'ai pas vu dans les articles. En règle générale, dès que vous regardez une vidéo ou quoi sur la mélatonine, il y a toujours un lien avec le sommeil, ça parle toujours de sommeil et c'est toujours le truc miracle pour le sommeil. Bon, déjà, c'est pas forcément miracle pour le sommeil. Et en plus de ça, 95% de la mélatonine ne sert pas à bien dormir. Donc, je vous invite à aller le voir. Je vous ai mis le lien. C'est directement dans les notes de ce podcast-là. Et puis, vous pouvez accéder. Vous avez, pareil, vous le regardez ou vous l'écoutez, un contenu, une enquête, mon enquête sur les bienfaits cachés de la mélatonine. Voilà. On commence directement avec le premier sujet. Donc, est-ce que ta séance d'aujourd'hui t'aidera jusqu'à demain ? Donc, ta séance de sport. Il y a une nouvelle étude de l'Université de Londres qui révèle que l'effet positif de l'exercice sur la mémoire persiste jusqu'au lendemain. Donc, on sait on a vu que le sport dans les autres épisodes, il y avait un avantage direct sur la mémoire de travail, quoi. En fait, la mémoire à court terme, ceux qui font du sport. Alors, la mémoire à court terme et mémoire de travail, c'est pas exactement la même chose. La mémoire de travail, c'est, comme je vous disais, c'est quand vous faites le jeu Memory. Mais comment il s'appelle ce jeu ? Parce que je me répète là. Non, mais c'est bien ça. Le jeu s'appelle Memory et c'est le jeu de pair. C'est un jeu de société, vous savez, donc de pair PAIRES, où en fait vous retournez une carte, vous avez par exemple une paire de bottes et il faut trouver la paire de bottes dans une autre ailleurs dans les cartes. Et il faut vous rappeler à chaque fois, vous pouvez en retourner qu'une.
et enfin en retournez que 2 pardon. Il faut vous rappeler où sont à chaque fois les cartes pour pouvoir créer vos paires. Moi, je me souviens que j'avais j'avais le jeu parce qu'il y en a, c'est facile, hein, c'est que des images. J'avais la version quand j'étais gosse avec je sais plus si c'est les végétaux, je crois, c'était les fruits et légumes, un truc comme ça. Bon, déjà, vous voyez dans quoi je baignais quand j'étais gosse, quoi. Bon, bref. Les personnes âgées de 50 à 83 ans qui pratiquent une activité physique modérée à intense présentent une meilleure mémoire le jour suivant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un effet persistant le lendemain sur la mémoire quand on fait du sport, quoi. Donc, par exemple, je sais pas, mais si vous avez une discipline à réviser ou autre, eh ben faites une séance de sport. L'avantage est de le faire le jour même, mais même si vous avez fait du sport la veille, ça pourra être profitable. Mais je dis un examen, mais ça peut être tout un tas de choses, hein. Si vous passez votre code de la route, si tout ce qui engage la mémoire, ça sert à rien de se dire oh là là, je vais pas au sport, je vais plutôt me concentrer sur mes études. Non, ton sport en fait va te dynamiser. Et c'est pas 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure de muscu ou de cardio, je sais pas ce que tu préfères faire, mais la muscu c'est quand même pas mal, qui vont réduire ton temps disponible dans la journée, au contraire. Tout le monde l'a cette heure d'entraînement. Après, on n'a pas l'impression de l'avoir quand on d'affilée, mais en fait, on regarde morceler dans la journée. On utilise par exemple notre smartphone. Regardez votre temps d'écran, vous verrez que vous avez beaucoup de temps pour vous entraîner. Alors, menée sur 76 participants équipés de capteurs, cette étude a mesuré les effets de l'exercice sur la mémoire. Une activité comme une marche rapide ou monter des escaliers associée à plus de 6 heures de sommeil améliore la mémoire des événements et la rapidité mentale. Les personnes plus sédentaires montrent au contraire des performances cognitives amoindries. Les chercheurs expliquent que l'exercice augmente temporairement le flux sanguin au cerveau et libère des neurotransmetteurs favorisant les fonctions cognitives. Le sommeil profond dit à ondes lentes accentue encore ces bienfaits. Cependant, les auteurs rappellent que ces résultats concernent des personnes en bonne santé cognitive et nécessitent des études plus larges pour confirmer leur validité. Ces découvertes renforcent l'idée que l'exercice un bon sommeil sont essentiels à la mémoire et au bien-être cognitif, notamment chez les seniors. Bon, en fait, disons que quand ces choses-là commencent à se manifester et être visibles, les problèmes de mémoire et tout, ça commence à être significatif. Ce qui ne veut pas dire que ça marche pas pour les personnes qui sont plus jeunes. C'est juste que souvent, c'est moins vérifiable, j'ai envie de dire pas à l'œil nu, mais dans l'instant. Mais dans tous les cas, ça sera meilleur. Et alors ils sont gentils, hein, associés à plus de 6 heures de sommeil. 6 heures de sommeil, c'est pas beaucoup, hein. Enfin, quand on fait du sport et tout, moi, à 6 heures de sommeil, je suis ronchon. 6 heures de sommeil, je récupère mal, je progresse pas. Enfin, progresser, ça fait longtemps que je progresse plus, puisque j'essaye de maintenir ma forme, mais qui est une forme de progrès aussi. J'avais déjà expliqué ma vision des choses là-dessus. Ne pas régresser est une forme de progrès, puisque l'âge progresse, et si vous ne régressez pas, c'est une forme de progrès. Donc voilà, on essaye toujours de progresser, même si la progression ne se fait plus. Mais bon, les débutants, ils ont du mal à saisir ce concept. Les personnes avancées, je sais qu'il y en a beaucoup, comprennent tout à fait ça. Donc 6 heures de sommeil, moi, c'est pas possible, hein. Je peux passer une nuit avec 6 heures, 2 nuits, ça devient compliqué. Alors j'y arrive, hein. Je peux, mais je suis pas dans un état optimal pour m'entraîner, pour bosser. Il y a forcément un domaine de ma vie qui va souffrir de ce manque de sommeil. Et en règle générale, c'est un peu tous, mais déjà, je vais avoir une humeur à la con, et voilà. Si en plus de ça, vous me décalez mes heures de sommeil, moi, je suis vraiment quelqu'un je suis réglé comme un coucou pour ça, hein. J'ai besoin de me coucher tôt, de me lever tôt et d'avoir beaucoup de sommeil, quoi. Il y en a pour qui diront c'est une vie triste. Moi, je dis, si je me lève tard le matin, j'ai l'impression de rater ma vie, quoi. Alors qu'il y en a d'autres, s'ils se couchent tôt le soir, ils ont l'impression de pas profiter de leur vie. Moi, c'est si je me lève tard le matin, par exemple, si je fais une grasse mat, j'ai l'impression pas de rater ma vie, mais de bousiller ma journée, quoi. Bon, on n'est pas tous pareils, hein. Moi, j'ai l'impression que je suis un peu plus réglé à l'américaine, quoi. Pour ça, j'aime bien me lever tôt et de me coucher tôt. Donc, on revient à ce qui est important de retenir, c'est que l'exercice augmente temporairement le flux sanguin, donc ça apporte un petit peu plus de sang au niveau du cerveau, et ce qui libère les neurotransmetteurs qui favorisent les fonctions cognitives, quoi. Voilà.
et avoir du sommeil profond aussi. Voilà. Donc deuxième sujet, comment votre posture révèle votre personnalité? Eh ben, vous le savez, je crois que celui qui a le plus popularisé ça, ces dernières années, d'ailleurs j'en entends un peu moins parler, je ne sais pas ce qu'il devient, mais c'est le psychologue, canadien, Jordan Peterson. C'est lui qui avait, beaucoup introduit ça. Alors, il y avait eu d'abord, Tony Robbins, tout le monde du développement personnel, mais c'était resté quand même si Tony Robbins a été, énormément connu, médiatisé et tout, plutôt à la fin du XXe siècle. Le Jordan Peterson, c'est plutôt au début du XXIe, où lui, il a vraiment mis dans les mains de beaucoup de personnes ces concepts, quoi. Et c'est vrai que la posture droite, tenez-vous droit, les épaules en arrière, ça a fait beaucoup les gens ont beaucoup repris ça. Surtout que je crois que c'était une des premières, comment on appelle ça? Ah oui, c'était des règles, la première règle de son bouquin. Alors je sais pas ce qu'il devient sur les réseaux et tout. Je pense qu'il est toujours très actif puisqu'il avait énormément de monde qui le suivait. Donc bon, je reprends, hein. Se tenir droit, torse bombé, ne traduit pas seulement une assurance physique, cette posture révèle aussi des traits de personnalité. Une étude menée par l'université McGill au Canada a analysé 369 participants à l'aide de photos et de questionnaires, et au niveau des résultats, les personnes adoptant une posture droite et affirmée sont souvent perçues comme dominantes et compétitives. Cependant, donc perçues par les autres, hein, cette posture est aussi liée à des tendances antisociales, comme un manque d'empathie et une mauvaise gestion de la colère. Moi, personnellement, ça m'étonne pas, puisque la dominance et la compétition commencent aussi dans la posture. C'est-à-dire qu'une compétition euh, se fait aussi, vous pouvez emporter un combat ou un match par votre statut, en fait, par votre langage corporel. Vous pouvez impressionner une personne, même si la personne peut être plus forte que vous. Votre simple, un peu comme les clébards quand ils hurlent, vous voyez le petit chien ou les chats, vous voyez les chats qui commencent à un peu à faire le gros dos et tout, à souffler sur les chiens. Le chien est énorme, il pourrait lui mettre un coup de patte et le ravager, mais le chat arrive à faire peur au chien. C'est de la posture dominante en fait, parce que physiquement, il pèse 10 fois moins lourd, quoi. Il a beau avoir des griffes, être plus rapide, si vraiment le chien s'énerve et lui met un coup de gueule, en gros, il le déchiquette. Mais non, il y a cette posture dominante. Donc moi, ça m'étonne pas que on soit perçu comme antisocial et dominant et compétitif et antisocial, quoi. Enfin bon, ça ne m'étonne pas, et que une mauvaise gestion de la colère et tout, voilà, ça peut aller ensemble. Alors évidemment dans un discours, quand on parle de posture dominante, d'être compétitif, ça a plutôt des attraits positifs. En tout cas, certains verront comme positifs. Par contre, de parler de mauvaise gestion de la colère, de manque d'empathie et de tendance antisociale, ça fait vraiment négatif. On n'a pas envie de fréquenter une personne comme ça. Sauf que les deux vont ensemble. Regardez les personnes qui sont au plus haut niveau, on va dire, on va avoir, je sais pas, bon, je vais pas parler de politique, mais des personnes qui ont vraiment très bien réussi, que ça soit dans les affaires ou en politique, très souvent, ce sont pas des personnes qui sont hyper empathiques, sociales, et qui ont une bonne gestion de la colère et tout ça. C'est plutôt des gens qui vont droit au but, qui se laissent pas submerger par leurs émotions. Quand il faut faire quelque chose, ils agissent, quoi. Donc, pour comprendre cette corrélation, les chercheurs ont utilisé un logiciel étudiant l'alignement du corps et des capteurs musculaires. Donc, ils sont allés jusqu'à savoir. En fait, moi, ce qui me fait toujours rire, c'est le culte de l'artifice, toutes ces choses-là. Mais bon, je continue, et puis j'aurai à dire, hein, d'ailleurs. Ils ont identifié un muscle clé. Donc il y a un muscle qu'il faut vraiment avoir musclé, développé et tout pour avoir une posture dominante. C'est il y a un acronyme pour ça, mais je vais vous donner la version longue. Sternocléido-mastoïdien. Qui est très actif chez les personnes affichant une posture dominante. Bon, en fait, si vous voulez, c'est les deux bandeaux que vous avez qui partent en gros de derrière les oreilles là, et qui descend jusqu'au haut des clavicules, les deux muscles du cou.
qui sont les deux grosses bandes de chaque côté du cou, qu'il faut avoir bien musclé, bien tonique pour avoir une posture dominante. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre par rapport à ça ? Je termine sur l'article et puis après je donne un avis un peu plus personnel. Donc ces conclusions rappellent des figures historiques où la posture droite symbolisait pouvoir et autorité, mais attention, dominance ne signifie pas forcément bienveillance. Une posture affirmée n'est pas toujours gage de qualité sociale positive. Donc voilà, donc ça c'est un article de Cerveau et Psycho. Alors, en fait, le problème c'est qu'on a mis de la morale là-dedans. On s'en fout en fait d'être social, antisocial, qualité toujours. Enfin, dans parce que on ne peut pas être dominant et ultra. En fait, on ne peut pas être non effrayant, doux, empathique et tout, et en même temps entre guillemets dominant et effrayant. Parce qu'en fait, celui qui est comme ça se fait bouffer par le premier qui est un peu plus dominant. Donc c'est normal, il faut donner faut donner toute la nuance, toute la palette des émotions des comportements d'une personne, c'est très bien. Mais de là à faire croire qu'on peut avoir les deux, c'est faux. Sauf, et même parfois, si on prend le cas le plus extrême, ce sont les sectes, où vous tombez dedans, ça vous attire parce que vous avez l'impression que c'est rempli de bienveillance et tout, mais finalement, sous la bienveillance et sous la posture dominante du gourou, souvent, elle se révèle hyper tortionnaire, où il abuse de ses disciples, etc., voire pire, dans certains cas, on a vu des suicides collectifs et tout, quoi. Donc, il y a toujours quelque chose j'espère que je serai pas, comment on appelle ça, pas banni, mais censuré pour les mots que je viens de dire. Mais bon, on verra bien. J'ai pas l'habitude, moi, de me censurer, mais on verra. Non, ce que je disais, c'est que tous ces trucs-là, alors, évidemment, la posture dominante de se muscler, de tonifier le sternocléido-mastoïdien, pourquoi pas, on peut vouloir muscler son cou et tout, mais vous n'avez pas remarqué à quel point, en ce moment, se muscler le cou est quelque chose d'hyper recherché. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a deux choses au niveau de la musculation chez les plus jeunes qui est recherchée. Alors moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un dans ma famille de très jeune qui fait de la muscu, et donc du coup, je lui ai posé des questions et tout. C'est le cou, avoir un gros cou et avoir des gros avant-bras. D'avoir des bons avant-bras et un gros cou, parce que c'est des signes, ça fait un peu... En fait, j'ai l'impression qu'il y a une recherche de la virilité dans le paraître, quoi. Un petit peu comme la barbe, un petit peu comme... ouais, enfin, pendant une période, ça a été les tatouages, la barbe, et puis des muscles clés comme ça à développer. Ah oui, il y a eu la mâchoire aussi, avec tous ces appareils pour développer la mâchoire et tout. Donc, tous ces artifices de virilité qui montrent une chose, c'est que toutes les personnes qui sont contre la virilité et tout devraient se réjouir, parce que si on en est à un point où on recherche la virilité en développant de la musculature, en laissant pousser une barbe et en se tatouant et en mâchant des chewing-gums un peu rigides pour s'élargir la mâchoire, c'est que la virilité a disparu, en fait. Il y en a plus. C'est voilà, quand on cherche à faire ça pour être viril, enfin voilà, logiquement, c'est que le combat des antivirilistes est gagné, quoi. La virilité a disparu. Bon, bref, donc bon, si vous avez envie de vous muscler votre personnalité, en tout cas votre personnalité dominante, ça passe par le sternocléido-mastoïdien. Il faut qu'il soit bien tonique. Il faut que ce soit celui qui vous permette d'avoir une posture bien dominante. Se tenir droit, torse bombé, mais bon, vous serez perçu comme plus dominant, mais également comme... Alors, c'est vrai que souvent, cette posture-là, c'est une posture qui, si vous regardez bien, la musculation a tendance à augmenter cette posture naturellement. Parce que de faire sortir les pecs, c'est normal, les pecs ils poussent quand vous poussez à force de faire de la muscu, vous avez un torse qui passe la porte avant le menton. Et ça, c'est logique, hein. Vous avez votre cage thoracique, je ne vais pas dire qui s'agrandit, mais on va dire artificiellement, quoi. Vu que vos pectoraux vont grossir, votre dos également, vous allez avoir une cage plus bombée. Et si vous travaillez bien le dos et tout, les épaules, logiquement, vous pouvez les amener légèrement en arrière. Et cette posture, vous allez l'adopter naturellement. Pareil, si vous faites des tonnes de crunch, les muscles du cou, là, ils vont... je sais pas si vous avez déjà fait beaucoup de crunch d'un coup.
et notamment un peu lesté, surtout ceux qui ont fait la bêtise de mettre le lest sur le front. Et ben le lendemain, vous vous retrouvez avec des énormes courbatures au sterno-cléido-mastoïdien, justement. Et alors que vous avez bossé les abdos. Mais le cou se muscle un peu, surtout si vous faites beaucoup d'abdos sous forme de crunch, quoi. Donc voilà, petite astuce, si vous n'avez pas envie de vous muscler particulièrement le cou, faites beaucoup d'abdos avec la tête un peu en suspension. Ça va vous développer, hein. Alors il y en a qui vont vous dire c'est pas bon pour les cervicales et tout. Bon, oui, si vous, enfin bon, à un moment donné, il faut s'entraîner quand même, hein. Donc, troisième sujet, le chocolat noir. Donc, une étude menée par l'université de Harvard révèle que de consommer du chocolat noir pourrait réduire le risque de diabète de type 2. Alors moi, ça m'arrange toujours de parler du chocolat noir parce que j'adore ça et que... Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui vont dans son sens, au chocolat noir, c'est très bien et tout, sauf qu'il y en a beaucoup qui sont tombés dans le raccourci de penser que c'est très bien, donc on peut en manger à volonté. C'est pas exact, hein, ça reste quand même très calorique, et quand vous essayez de surveiller votre tour de taille, mieux vaut essayer de rester dans une quantité raisonnable de chocolat si vous voulez pas freiner vos résultats, quoi. Mais bon, c'est intéressant ce qu'ils vont dire dedans, vous allez voir, hein. Donc, les amateurs de chocolat noir ayant consommé au moins 5 portions par semaine présentaient un risque réduit de 21% par rapport à ceux qui n'en mangeaient pas. Donc, de diabète de type 2. En revanche, le chocolat au lait n'offre aucun bénéfice comparable. Donc, le chocolat au lait, il n'y a pas de bénéfice comparable avec le chocolat noir. Nous, ça ne nous surprend pas, mais il y en a beaucoup qui voient le chocolat comme pareil pour tout. Du blanc au noir, pour eux, c'est pareil, c'est qu'une question de saveur et de préférence de chacun, mais les bienfaits sont les mêmes. Non, faux. Donc, sur 30 ans, plus de 192 000 adultes ont été étudiés, et parmi eux, environ 19 000 ont développé un diabète. Ça fait mal quand même, hein, de dire 192 000 adultes ont été étudiés, et 19 000 ont développé un diabète. Ça fait vraiment, ça fait mal. Chaque portion hebdomadaire de chocolat noir réduit le risque de diabète de 3%. À l'inverse, la consommation régulière de chocolat au lait est liée à une prise de poids, facteur aggravant du diabète. Donc en gros, c'est même pas neutre, c'est pire. Ça inverse le truc, quoi. Selon les chercheurs, cette différence s'explique par la richesse en polyphénol du chocolat noir, capable de contrer les effets du sucre et des graisses saturées. Ces substances antioxydantes absentes du chocolat au lait agiraient positivement sur le métabolisme. Bien que prometteuse, cette étude invite à la modération, évidemment. Les quantités consommées par les participants restaient inférieures aux moyennes nationales. Les excès de chocolat, même noir, pourraient altérer ses bénéfices. Mais c'est toujours ça le problème, c'est que il y en a beaucoup qui vont s'arrêter à la première partie de l'étude, de l'article, et pas dire ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'ils vont dire le chocolat c'est génial, plus vous en mangez, plus vous réduisez le risque de diabète, le chocolat noir c'est parfait et tout. En fait, les bienfaits des polyphénols annulent le graisse et le sucre, machin. Il y a quand même un effet de dose, quoi. Évidemment, admettons, si vous mangez du chocolat noir et que vous êtes en légère hypocalorie ou à entrée-sortie égale, c'est-à-dire à maintien, ça posera globalement pas de problème. Par contre, si vous êtes en excès calorique permanent, c'est quand même du sucre, des graisses et tout ça, quoi. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la richesse en polyphénol, mais ça, c'est pareil, on aimerait connaître la richesse en polyphénol du chocolat noir qu'on achète. On aimerait avoir cette information-là. Et la richesse là, ce que ça peut dire, c'est que si on augmentait, si on arrivait à avoir un chocolat ultra riche en polyphénol, on serait capable surtout si c'est une consommation régulière comme le café et tout, on serait capable d'avoir quelque chose de vraiment positif. C'est pour ça que moi je dis aux gens, si vous avez votre petit carré de chocolat noir tous les jours, et du café tous les jours, ou du déca tous les jours, ou du thé tous les jours, ce sont des choses qui méritent d'être de très bonne qualité, en fait. Puisque ce sont des choses qui vont être régulières et qui peuvent, si c'est de très bonne qualité, vous apporter vraiment pas mal de bienfaits. Le café, le thé et le chocolat noir, si vous trouvez les meilleures versions, enfin les meilleures, vous optimisez, vous prenez du bio pour le café, le thé et tout, les bonnes sources de thé et tout ça, vous êtes capable d'avoir vraiment pas mal de polyphénol et tout, et non seulement de ne pas avoir des effets négatifs sur votre santé, mais au contraire d'avoir vraiment du positif. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que des boissons qui par le passé, alors le thé vert, jamais on a toujours
plus ou moins su que le thé vert c'était bon, mais il y a une période où le café, les gens l'évitaient. Ils disaient, il y avait même dans les films, rappelez-vous, j'ai arrêté le café depuis tant. C'est un peu comme les gens qui arrêtaient le tabac, quoi. Il y avait 3 choses à arrêter, c'était alcool, tabac, café. Et alors qu'aujourd'hui, le café, bon, les gens n'ont plus envie de l'arrêter. Enfin, les gens. Non, je dis des bêtises. Certaines personnes, ceux qui sont avertis, commencent à se dire, finalement, le café, s'il est de bonne qualité, ça peut être positif, quoi. Bon, en fait, j'en reviens à cette mélatonine-là, qui pourrait servir aussi à mieux gérer l'énergie, à se sentir plus en forme dans la journée, à lutter contre le stress, le vieillissement, à améliorer la digestion, à gérer les problèmes de concentration et de mémoire, à même gérer des problèmes au niveau de l'addiction. Et si vous avez envie de savoir tout ça, je vous invite vraiment à aller voir mon enquête sur la mélatonine. En fait, c'est simple. On met sur le devant de la scène. En fait, le haut de l'iceberg de la mélatonine, c'est les effets sur le sommeil, mais personne ne parle de tout le bas de l'iceberg, toute la partie qui est en sous-sol, en gros, quoi, et qui est qui sont toutes ces notions, tous ces avantages, qui sont très... Je suis perturbé parce qu'il y a un truc qui passait devant la fenêtre là. Oui, pardon. Toutes ces choses qui sont cachées et pourtant qui sont hyper intéressantes. Et notamment durant la journée, liées au soleil et tout, enfin à la lumière. Et moi, il me semble que c'est très important, notamment pour le sportif, quand vous avez des douleurs ou même que vous avez des besoins particuliers au niveau de la récupération, de la forme, de l'énergie et tout. Il faut vraiment comprendre cette mélatonine et pas juste la voir sous un angle sommeil parce que c'est raté 95% de ses fonctions, quoi. Et on n'est pas à l'abri d'avoir des nouvelles informations qui sortent sur... parce que je dis, on sait les 95% restants, on sait ce qu'il y a dans les 95% aujourd'hui. On n'est pas à l'abri de découvrir des nouvelles choses dans le futur. Donc, je suis humble sur le sujet et optimiste sur le fait qu'on va découvrir encore de plus en plus de choses sur ça, quoi. Voilà. Mais allez voir mon enquête, honnêtement, je me suis régalé à la faire, donc j'espère que vous vous régalerez à l'écouter ou à la regarder. Si vous aimez le podcast, vous n'allez pas être déçus. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode et voilà. Vous avez la version longue. Donc je vous dis à toutes et à tous je vous souhaite une très bonne semaine. Dernière ligne droite avant les fêtes. Tous les jeudis, n'oubliez pas que je sors la vidéo avec les questions. Je réponds à vos questions, comme d'habitude sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pas qu'un podcast, c'est aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Fitness Smith, FITNESSMITH. Et vous accédez comme ça à toutes mes vidéos. Je mets aussi les podcasts, voilà quoi. Donc allez voir ça, depuis des années, il y a du contenu. Donc je vous laisse ici, très bonne semaine, très bon entraînement, bon suivi de votre diète, et puis on se retrouve où vous voulez, quand vous voulez. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu,
Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.